Mais c'est plus fort que moi. Je déteste ça. Mais franchement, je pense vraiment ne pas être la seule à détester ça. Je ne suis pas folle quand même. Mince, peut-être que c'est dans ce livre que je vais trouver des réponses. Je ne sais pas, cette odeur va peut-être m'aider. Un auteur, puis un autre. Mais à quoi bon? Suis-je vraiment folle? Pourtant, j'ai lu le Wikipédia sur les bonnes manières. Il y en a des centaines, à table, dehors. La comtesse de Rothschild, Jean-Claude Kaufmann. Donc, c'est bien que ces habitudes existent et dérangent au grand jour. Je vais aller consulter. Je me rends chez le docteur pour parler de ce problème sérieux. Ce problème que je porte avec moi depuis un moment. Les bruits des gens qui mangent. En effet, je déteste entendre les gens mastiquer, déglutir, avaler. Les bruits de gorge, de bave, de bouche, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. D'une part, car les questions pour moi d'éducation sont des gestuels et des habitudes que j'ai appris dès le plus jeune âge. D'autre part, car je trouve ça très mal élevé, déplacé et voire même impoli. Et surtout, cela me dérange, ça me coupe la faim, ça m'énerve, ça m'irrite, ça me rend nerveuse, me crispe, bref, c'est très inconfortable pour moi. Pour prouver au docteur que je ne suis pas folle, j'essaye de creuser dans les habitudes de chacun. Je lui explique que Chloé, elle est comme moi, voire pire, alors que Gwendoline, elle l'est pas du tout. La preuve, elle est agacée des gens qui râlent quand ils entendent des bruits de bouche. Une sorte de verbatisme, c'est ce que disent les gens à ce sujet. Le docteur me dit qu'il comprend, mais que ce n'est pas dans son domaine de compétence que de résoudre un tel problème. Il considère cela comme un trouble de l'audition et me conseille d'aller consulter un orthophoniste. Me voilà donc chez l'orthophoniste. Je lui expose à nouveau mon problème dans les plus grands détails et je lui explique que j'ai déjà consulté mon médecin traitant, sans grand succès. C'est alors que l'orthophoniste commence à mettre des mots sur mon problème. Je souffre apparemment de misophonie. Il me dit alors si vous ne supportez pas le bruit que font certaines personnes quand elles mangent, c'est que vous souffrez peut-être d'une anomalie cérébrale. Je comprends alors que mon problème est plus profond qu'un simple dégoût. C'est surtout par rapport à mes goûts et dégoûts. J'essaye d'en savoir un peu plus. L'orthophoniste m'explique que des chercheurs ont demandé à des personnes d'écouter différents sons neutres, comme le bruit de la pluie ou désagréables comme les pleurs d'un bébé, le bruit de la respiration ou de la mastication. Ils ont ainsi pu constater que les personnes qui souffraient de misophonie réagissaient de manière brutale lorsqu'il s'agissait du bruit de la mastication. De plus, il commence à me parler de chiffres, 55% des personnes atteintes ont rapporté des cas similaires au sein de leur famille, amenant l'hypothèse d'une cause génétique. Elle poursuit. Les mœurs fonctionnent comme des instruments d'exclusion ou de rejet tout autant que d'inclusion et de charisme de groupe. Les individus et les groupes qui ont des qualifications nécessaires sont admis alors que tous ceux qui sont mal élevés, c'est-à-dire qui se situent plus bas sur l'échelle sociale, sont interdits d'entrer. Bon, c'est clair, je souffre d'une anomalie distincte. Il finit par conclure qu'un psychologue pourrait m'éclairer davantage en me donnant des comparatifs. Je me rends chez ma psy. Je ne l'ai pas vue depuis mes 10 ans. Que va-t-elle penser de moi aujourd'hui? À nouveau et pour la 3e fois, j'explique mon problème et raconte mes divers échanges avec les spécialistes. Je lui dis que c'est plus fort que moi. Je vois la psychologue assez dubitative. Je commence à m'inquiéter. Que va-t-elle me dire? Suis-je folle? Elle me propose alors un suivi psychothérapeutique de type cognitivo-comportemental sous forme d'entretien individuel à raison d'une fois par semaine, pour un total de 15 séances. Encore un truc à Lacan qui va me coûter un bras. Elle m'explique que dans un premier temps, nous allons proposer des expositions progressives en séance et à l'extérieur aux stimuli provoquant de la symptologie précipitée. Et je vais devoir évaluer l'intensité des symptômes anxieux, de colère, d'irritabilité et de dégoût. Nous allons également cibler les entretiens sur l'affirmation de soi et l'auto-observation, afin qu'elle parvienne à mieux connaître le lien entre mes pensées, mes émotions et mon comportement. Elle poursuit avec « Quelle que soit la définition sociale en vigueur des bonnes manières, si ces bonnes manières ne viennent pas naturellement, c'est-à-dire plus ou moins automatiquement, l'effet est totalement manqué. Seuls des comportements provenant de la sensibilité intérieure de la seconde nature peuvent impressionner en paraissant naturels. Sans cela, le soupçon d'une quête effrénée de statut et d'une crainte de perdre son statut colle à l'individu, provoquant embarras et répulsion. Bref, du charabia. C'est exactement ce que je suis en train de faire en NPA. Au final, elle comprend vite que je ne suis pas convaincue, que pour moi c'est surtout les autres qui sont bizarres de ne pas ressentir comme moi, et me conseille d'aller voir un chaman, la dernière solution. Ce problème est-il concret? Les mots et termes qu'on lui associe sont-ils vrais? Les chiffres et les études sont-ils fondés? Qui a décidé de classifier cela comme un trouble? Pourquoi moi et pas les autres? Le bruit est-il objet de rejet?
Mon produit alimentaire fétiche est-il palpable et comestible ?